On va parler du coup de ce Utah Jazz, on va parler un petit peu de Lauri Markkanen, mais je vais vous renvoyer quand même beaucoup plus à l'article de Jérémy là-dessus. Et puis nous, on va pouvoir parler de l'équipe dans son entièreté, un début de saison incroyable. Je vais faire bien sûr le bilan des derniers résultats, le pourquoi du comment, le bilan global, et ensuite on va parler des clés du succès de cette équipe, mais surtout, on va se poser une question. Et je vais vous voir votre avis dans le chat. Alors, je me suis dit que c'était peut-être un petit peu osé, mais peut-être que finalement que pas tant que ça, parce que ça peut tomber. Je trouve que ça tombe sous le sens et j'ai plein d'arguments en tout cas pour. Est-ce que le Jazz, au bout de 16 matchs, n'aurait-il pas, la franchise n'aurait-elle pas réussi toute sa saison au bout de 16 petits matchs? C'est un peu ce que je vais vouloir défendre dans ce live et dans cette vidéo pour ceux qui viendraient nous voir sur la chaîne YouTube, bien évidemment. C'est ma take sur ce Jazz en 7 matchs. Ils ont déjà réussi toute leur saison. Et je vais bien évidemment argumenter tout ça. Le Utah Jazz, donc, 3 défaites récentes, malheureusement, face aux Knicks, aux Sixers et aux Wizards. Une fin de road trip, il faut le dire, un petit peu compliquée. Il faut le dire que, il faut le noter et un petit peu peut-être l'excuser ou du moins l'expliquer. Beaucoup de matchs en peu de temps pour cette équipe du Utah Jazz. 16 matchs joués là où les autres teams en sont à 13-14 au moment de ce live, bien évidemment. Non, ça n'entache pas pour autant, et ça ne doit pas entacher pour autant la série précédente de 6 victoires en 7 matchs et un bilan global inattendu, 10 victoires pour 6 défaites, et vraiment une très bonne place dans la conférence Ouest pour une équipe qu'on appelait autant King. Bien évidemment, c'est incroyable, nous dit assez parler de moi. Et effectivement, c'est la surprise, la belle surprise de ce début de saison, le Jazz. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais un avis un petit peu moisi sur les premiers matchs en me disant, bon, ne pas s'enflammer après 4-5 matchs là. L'adresse est certainement folle à 3 points, c'est un feu de paille, ça profite des mauvaises défenses générales. Ils ont beaucoup de profondeur, ils doivent les tuer sur le banc. Une grosse erreur de ma part que j'ai vite corrigée, bien sûr, en regardant l'équipe jouer et en voyant que c'est une équipe qui, certes, se repose énormément sur le 3 points, avec presque 43 points pris par match en moyenne, 3e de la ligue dans ce secteur de jeu, mais une adresse qui, si elle est bonne, correcte même, se tient dans la moyenne. 36,7% à 3 points, 10e de la ligue, 8e à l'offensive rating, 9e au defensive rating. C'est finalement une équipe du Jazz surtout et avant tout extrêmement collective. 65% d'assist percentage, 6e de la ligue dans l'exercice. Pourtant, au vu du roster, et on le disait d'ailleurs dans la preview, il y avait un manque potentiel sur le playmaking. En tout cas, c'est ce qu'on pouvait croire, puisque hormis Conley, Mike Conley, bien sûr, meneur vétéran dans la ligue s'il en est, il n'y a vraiment aucun playmaker de premier plan. Et c'était clairement une potentielle faiblesse de l'équipe. Et finalement, ça s'avère être le point fort central de cette équipe, la capacité de playmaking de chacun et la profondeur de l'effectif. Et je vais le voir et je vais vous le montrer tout de suite, bien sûr, avec la vidéo. Je vais pouvoir la lancer. Une vidéo dans laquelle, vous allez voir, ça va tourner en boucle, encore une fois, avant de passer sur une palette vidéo beaucoup plus précise. Une vidéo dans laquelle vous verrez plusieurs joueurs insoupçonnés, inattendus dans le registre de la passe, dans le registre de playmaking, et qui pourtant voient leur moyenne d'assists augmenter cette saison. Très souvent arriver jusqu'à un career high, comme on dit, c'est-à-dire vraiment leur meilleure moyenne d'assists en carrière. Alors pour certains, ça ne représente pas forcément grand-chose en chiffres absolus, mais je vous assure que dans le jeu, ça fait une très grande différence. Et vous allez le voir que, et on le verra à la palette ensuite, la grande force du Jazz, ça va être de pouvoir compter sur énormément de joueurs polyvalents qui vont tous pouvoir passer le ballon et avec des systèmes du coup très collectifs et qui vont offrir grand nombre de shoots ouverts, que ce soit dans la peinture, mais surtout encore plus à 3 points. Et le symbole, peut-être, le symbole premier de ce playmaking retrouvé et inattendu chez certains joueurs, c'est Jordan Clarkson. Jordan Clarkson qui, alors moi ça m'a explosé à la gueule, montre vraiment de qualité de meneur de jeu, pas juste de playmaker, c'est-à-dire pas juste
d'initiateur scoreur qui, en drivant, va finalement décaler et trouver des joueurs libres de cette manière. Non, de vrais meneurs de jeu qui, dans sa gestion du tempo, sait faire le bon choix, sait pousser le rythme, sait ralentir un petit peu, appeler des systèmes, faire les bons choix, voir un petit peu en avance, faire des places un petit peu plus complexes. Alors, ce n'est pas un playmaker élite du jour au lendemain. Néanmoins, il y a une vraie grosse évolution chez Jordan Clarkson. Moi, c'est un des joueurs dont on ne parle pas du côté du Jazz, je trouve, malgré leur très bon début de saison. Et c'est vraiment un joueur sur lequel je voulais mettre la lumière et lancer un vrai gros SO parce qu'il y a une vraie amélioration de ce côté-là, du côté de Jordan Clarkson. Et j'avais un petit quiz dans le chat. Une fois n'est pas coutume, j'essaye de faire participer bien sûr tout le monde. Jordan Clarkson, cette saison, à combien vous me donnez son nombre d'assists de moyenne par match? Je peux peut-être vous donner son nombre d'assists moyenne en carrière, 2,6 assists en carrière pour Jordan Clarkson. À combien estimez-vous qu'il peut tourner cette saison en termes d'assists? Ça va être le petit quiz. Bien évidemment, alors qu'à côté de ça, je peux vous donner d'autres chiffres pour d'autres joueurs pendant que la vidéo tourne derrière. Dans la vidéo, vous pourrez voir du Jordan Clarkson, mais il y a aussi du Talen Horton-Tucker, bien évidemment ex-joueur des Lakers, qui est un très bon second playmaker en seconde unit et qui souvent supplée parfaitement Mike Conley, alors dans un style beaucoup plus chaotique, mais malgré tout, qui est à une bonne moyenne de passes. Et puis on aura aussi des joueurs beaucoup moins en vue et beaucoup plus inattendus dans ce rôle-là, notamment Jared Vanderbilt qui fait de très bonnes choses à la passe, comme vous pouvez le voir, de très belles passes souvent et qui fait de très beaux décalages. Alors ça demande encore à être confirmé durant la saison, mais j'ai grand hâte de voir l'évolution de ce joueur et ça va être très important pour le Jazz parce que c'est un de leurs plus jeunes joueurs et qui a le plus de potentiel. Donc pour la suite et dans la vue d'une reconstruction, c'est vraiment quelque chose à surveiller, que je vais personnellement surveiller de très près, parce qu'en plus, j'adore ce joueur, ex-joueur de Denver. Darius Garlanten qui nous dit 6,4, Norufles qui nous dit 4,7, et qui confirme, Clarkson m'a surpris. Et ben, je vais pouvoir vous donner la réponse tout de suite, puisque Jordan Clarkson tourne à 4,8 assists de moyenne. Norufles, incroyable prédiction. 4,7, tu es extrêmement proche. Alors là, bravo à toi. Alors une augmentation d'un peu de 2 passes, d'un peu plus de 2 passes en moyenne, mais surtout un career high et puis surtout une moyenne qu'il n'a jamais approché, si ce n'est lors de sa saison rookie avec 3,5 assists. C'est tout simplement une vraie belle hausse. Et puis dans le jeu, vraiment ça se retranscrit parfaitement dans les résultats de l'équipe et dans le jeu offensif de l'équipe. D'autres chiffres comme ça que je peux citer. Mike Conley qui est aussi paradoxalement, alors qu'on se dit que c'est un des meneurs qui a le plus d'ancienneté dans la ligue et le plus de saisons à son actif, Mike Conley a également une moyenne de 8,1 assists par match, alors que son career high précédemment était à 6,5 lors de ses saisons 2010, 2011, 2012. C'est là aussi une grosse augmentation pour Mike Conley, et qui donc fait une très belle saison de ce côté-là. Jared Vanderbilt, on l'a cité. Kelly Olynyk, c'est le dernier joueur que vous pouvez voir dans la vidéo, lui aussi augmente et obtient son career high au niveau des assists. Et puis à côté de ça, on a d'autres joueurs qui sont capables, comme Malik Beasley, Colin Sexton, Lauri Markkanen, dans une moindre mesure, mais qui malgré tout sont capables, avec même une petite astérix vis-à-vis de Colin Sexton que j'ai connu peut-être plus playmaker aux Cavs et qui fait une saison un petit peu en deçà pour l'instant, je trouve, dans le playmaking, qui est vraiment dans un rôle très scoreur à Utah. Je pense que c'est peut-être l'arrière qui, sans passer à côté de ce début de saison, mais rentre peut-être le moins dans ce moule-là que je décris, de joueurs très polyvalents et qui finalement n'hésitent pas à passer le ballon et faire jouer ce playmaking d'équipe. Alors qu'on salue bien évidemment Utah Jazz France dans le chat. Coucou, bienvenue
à vous, ça fait très plaisir de vous retrouver dans ce live avec nous. Vous allez pouvoir interagir et puis préciser, corriger ou aller un petit peu plus loin, approfondir avec nous tout ce qu'on dira sur l'équipe. Comme je le disais du coup, la force collective, la force de playmaking collective en premier lieu pour ce Jazz-là. Ça va être la principale force. Et puis, doublé de la profondeur d'effectifs, puisque on a cité énormément de joueurs, que ce soit Mike Conley, Jordan Clarkson, mais aussi Malik Beasley, Colin Sexton, Jared Vanderbilt à la création, encore une fois, Kelly Olynyk aussi, mais aussi dans des registres un petit peu moins de Colin Sexton, Lauri Markkanen, Malik Beasley, j'ai déjà noté. Ça fait énormément de joueurs, et donc du coup, ça permet Talen Horton-Tucker, que vous avez vu aussi durant la vidéo, ça fait beaucoup de joueurs qui sont très polyvalents à la passe offensivement, et donc qui vont pouvoir être utilisés pour le Jazz, notamment dans la seconde unit, mais aussi pouvoir créer des staggers, des rotations intéressantes pour toujours finalement proposer un niveau de jeu assez élevé. Et ça, c'est forcément quelque chose qui va jouer aussi dans l'offensive rating et puis les performances de l'équipe. Ça, c'était le premier point sur lequel je voulais revenir. Je vais essayer de voir si vous avez commenté dans le chat, si j'ai laissé de côté quelques messages de votre part. Je vais vous lire et puis on va passer bien sûr à la suite et à la palette pour aller rentrer un petit peu plus dans le détail tactique de ce que ça veut dire que d'avoir un nombre de joueurs comme ça capables au playmaking et voir comment Will Hardy crée une synergie offensive autour de ces joueurs-là pour pouvoir obtenir le meilleur de cette équipe. Will Hardy fait un super taf pour la cohésion de groupe avec tous ces changements dans l'effectif, nous dit No Ruthless. C'est parfait, ça me permet de rebondir parfaitement sur le sujet. Darius Garland qui nous dit il faut mettre en avant Conley. Et on l'a fait juste après. Tac. Enfin, le mouvement dans leur jeu sur une saison avec un nouveau coach et un effectif chamboulé, c'est incroyable. En disant, on verrait pas le quart avec certains coachs old school, nous dit assez parlé de moi. Et la pique pour Thibodeau est là, bien évidemment. Usage rating est plus important ou moins important que la saison dernière pour Clarkson. J'imagine qu'il est plus important. J'ai pas vérifié. Et je n'ai pas le... Peut-être que je laisse... Alors, je vais te dire ça. Est-ce que je peux te dire ça? Est-ce que je l'ai sur Basketball Référence? Il me semble pas. Tac. Usage. Est-ce qu'on l'a sur Basketball Référence? Oui, on a l'usage. Donc, je vais pouvoir te le donner. Parce que j'avais le tableau. Il est dans sa moyenne. Il est dans sa moyenne en carrière. Et il est même un petit peu. Il est 1 point en deçà de la saison précédente. Et il est même 4 points en deçà de la saison 2020-2021. Il tourne à 25,8% d'usage rate. Notre ami Jordan Clarkson. Donc c'est d'autant plus remarquable. Même si, par rapport à la saison dernière, c'est une baisse d'1 point. Mais c'est vrai que par rapport à il y a 2 ans, la baisse est de 4 points. Ça commence à faire beaucoup. Pour le coup, puisqu'il tournait à 29,7% d'usage rate. Et tu fais très bien de me poser la question, c'est une très bonne question. Bien vu de ta part. On va du coup pouvoir passer à la palette vidéo plus précise, dans laquelle je vais revenir sur différents points. D'abord, bien évidemment, on va parler de ce qu'a mis en place Will Hardy offensivement pour pouvoir justement créer avec tout ce roster et cette profondeur de roster et surtout cette polyvalence de tous ces joueurs-là, comment il va réussir à augmenter le niveau offensif de cette équipe. On va le voir que ça passera beaucoup par les écrans loin du ballon et avec une circulation de balles très intelligente. On va voir ça à la palette. Ensuite, on passera un petit retour rapide sur des améliorations défensives, en tout cas des choses défensivement qui pourraient être intéressantes et qui montrent qu'il y a de l'intelligence de jeu dans cette équipe, des possibilités et un coaching staff qui sait vraiment ce qu'il fait, parce que là aussi on a des joueurs qui sont transfigurés. Je pense encore une fois à Jordan Clarkson qui défensivement fait des lectures assez élevées pour ce qu'il avait montré au préalable, et on montrera aussi quelques petites actions que j'aimais bien et sur lesquelles je vais revenir plus particulièrement. On va reprendre du coup la palette. Encore une fois, le système offensif du coup du Jazz qui va beaucoup se baser
sur les écrans off-ball et qui vont pouvoir démarquer. Alors, les écrans off-ball avec un système très simple là pour commencer. Et puis, on va voir que graduellement, on va apporter de la complexité. Et Will Hardy qui va réussir à élever tout le plafond offensif de sa franchise, de son équipe, qui profite de la polyvalence de ses joueurs et de l'intelligence de jeu de ses joueurs. Ça commence avec Talen Horton-Tucker en tête de raquette, mais vous voyez ici ce qu'on va regarder, c'est Jordan Clarkson qui est dans le corner à gauche. Lauri Markkanen qui va lui poser un écran, encore une fois, écran off-ball, je vous le rappelle. Et Talen Horton-Tucker qui va lui faire la passe sur le curl. Vous voyez que du coup, grâce à cet écran, Jordan Clarkson arrive à se démarquer. Il va récupérer le ballon, son défenseur est dans son dos. Il n'a plus qu'à gérer cette situation de 2 contre 1 en monopolisant son défenseur et en faisant la passe ou en terminant par-dessus lui comme c'est le cas ici. Autre situation, encore une fois, de jeu avec un écran off-ball. Cette fois-ci, c'est Mike Conley qui va profiter de l'écran de Kelly Olynyk ici. On se retrouve dans la même situation, sauf que cette fois-ci, Mike Conley va plutôt profiter de la passe sur Kelly Olynyk qui va se retrouver tout seul à l'intérieur. On est sur 2 actions qui sont assez classiques et qu'on voit dans beaucoup d'équipes, où finalement c'est tout simplement un extérieur qui va profiter de l'écran d'un intérieur off-ball et qui va jouer une sorte de pick and roll off-ball où il va pouvoir jouer soit la passe, soit pouvoir aller au cercle et jouer une situation de 2 contre 1. Là où le Jazz va commencer à apporter des choses, c'est que ces situations vont se complexifier et vont se diversifier et on va réussir à profiter de toute la polyvalence des joueurs, mais aussi de pouvoir leur laisser de la liberté, de l'improvisation, et du coup aussi apporter des menaces encore plus fortes vis-à-vis des défenses adverses. Un exemple ici, avec un type de flare screen et d'écran loin du ballon surtout, et de curl très différente, puisque on va profiter de la polyvalence et de Kelly Olynyk, mais aussi de Lauri Markkanen pour finalement poser un écran off-ball et une démarcation entre intérieur-intérieur. Là où c'est intéressant, c'est que du coup, dans l'attaque du panier, ça permet d'être beaucoup plus agressif, de aussi, pourquoi pas, moins subir des défenseurs qui seraient plus grands au panier face à des extérieurs plus petits. Là, on a un intérieur qui va driver, Lauri Markkanen, et je vous renvoie à l'article de Jérémy signé QI Basket qui montre bien tous les efforts et les améliorations faites de la part de Lauri Markkanen dans l'attaque du panier. C'est une des raisons qui font que le joueur fait une saison aussi bonne que cette saison et s'améliore vraiment. C'est notamment dans cette attaque du panier, et c'est notamment grâce à des actions comme celle-ci qui lui permettent d'être démarqué et d'arriver lancé. Et pour aller encore plus loin, là on va voir une occurrence où c'est carrément un petit Mike Conley qui va faire l'écran pour libérer Markkanen. Vous l'avez vu avant, et il faut le savoir que le Jazz a bourriné l'action pour libérer Markkanen avec notamment Kelly Olynyk, parce que c'est quelque chose qu'Atlanta avait beaucoup de mal à défendre. Et ce qui est bien, c'est que là on va profiter d'un autre aspect de la polyvalence de jeu, que ce soit d'Olynyk, mais aussi de Markkanen là en l'occurrence, c'est que ce sont tous les deux des intérieurs qui sont très capables au shoot extérieur, à 3 points. Et là, la défense s'est habituée à voir Markkanen driver, et du coup, elle va anticiper le drive. Là, vous voyez que son défenseur, Capella, va anticiper le drive et donc passer sous l'écran de Mike Conley dans un premier temps, ce qui laisse Markkanen tout seul à 3 points. Ce n'était pas Capella, c'était Hunter. Excusez-moi. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on va voir. Là, encore une fois, on est dans la même situation et on profite aussi, vous le voyez, d'Olynyk à la passe, puisque si c'est Mike Conley qui fait l'écran, ça veut dire que c'est Olynyk qui fait la passe en tête de raquette. Il faut que celui-ci soit capable de faire la passe en rythme, dans le bon tempo, dans les mains, etc. Parce que tous les intérieurs ne sont pas capables de faire mine de rien. Le fait d'avoir Mike Conley qui pose l'écran, ça permet d'avoir une situation de pick and roll beaucoup plus dangereuse off-ball. Et ça, c'est ce que permet de faire Olynyk en étant en tête de raquette. Autre variation, donc, je vous ai sélectionné ces actions pour que vous ayez à peu près toutes les variations de ce style d'action. Cette fois-ci,
Vous le voyez, encore une fois, Mike Conley va poser l'écran, sauf que on n'attend pas, et on voit que Markkanen va tout de suite prendre le drive, ce qui peut surprendre la défense, notamment quand vous avez joué plusieurs fois cette action, vous ajoutez cette nouveauté-là, le défenseur ne s'y attend pas et va plutôt jouer l'écran de Mike Conley, et donc c'est surprenant, et ça permet d'avoir un shoot pas trop mal au milieu de la raquette, même si là, Hunter fait un beau boulot défensif, et ça reste à saluer. Vous comprenez l'idée, et croyez-moi que il y a plus d'une action où ça a laissé les défenses surprises, et ça me permet également de, encore une fois, saluer le travail de passe de Kelly Olynyk. Sur ce genre de passe, on pourrait se dire que c'est très facile en tête de raquette pour un intérieur. Sur celle-ci, où il doit vraiment lire le mouvement et de Mike Conley et de Lauri Markkanen, et pouvoir être prêt en cas de ce genre de cut beaucoup plus rapide, et ben vous le voyez, il est prêt, la passe elle est parfaite dans les mains de Markkanen, et ça encore, on maximise la polyvalence du roster et des joueurs qui sont présents sur le terrain. Vous le voyez là, autre situation, et ça va être pour vous faire une ouverture, et ensuite vous verrez de par vous-même lors des matchs du Jazz, mais pour faire une ouverture, là on l'a fait de manière très classique, c'est-à-dire des écrans off-ball qui partent du corner avec un écran sur l'aile, et puis voilà, potentiellement un drive ou une démarcation à 3 points. Les écrans off-ball, le Jazz les utilise bien plus souvent et à des endroits beaucoup moins stéréotypés dans le terrain. Et on va le voir ici avec Kelly Olynyk qui va faire un écran pour Mike Conley. La passe, elle est au-dessus. Mike Conley, il a un shoot complètement ouvert. On va revoir cette action, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup plus de choses à en dire que ça. Vous le voyez déjà, tout le monde se place avec... Tout le monde dit à Markkanen de se mettre dans le corner. Là-bas, on a un premier appel, Jordan Clarkson qui va donner ce ballon en dribble end-off. Et puis là, pendant ce temps-là, alors qu'on pense que l'action se déroule, l'action offensive va être drivée ici et sur le côté droit du terrain, finalement, Olynyk off-ball va poser ce parfait écran dans le dos du défenseur de Mike Conley. La passe ici, elle est parfaite pour Mike Conley, et c'est le 3 points ouvert. C'est Malik Beasley qui faisait la passe et qui remontait de ce côté-là du terrain. On parlait encore une fois de la polyvalence, la polyvalence du playmaking de cette équipe du Jazz. Malik Beasley, c'est lui qui fait la passe et qui est dans ce rôle de distributeur dans ce cas-là. Et vous le voyez, la passe, il n'y a rien à dire dessus. Une dernière action pour vous montrer que cette efficacité des écrans hors du ballon, elle est très importante pour le Jazz. C'est ça qui lui permet d'obtenir beaucoup de shoots ouverts. Et c'est grâce aussi au fait de pouvoir interchanger les joueurs. Vous avez vu Mike Conley à la passe. Vous avez vu Mike Conley en premier initiateur. Vous avez vu Mike Conley sur le pick and roll et sur les écrans. Vous l'avez vu en finisseur. Vous l'avez vu dans toutes les postures. Pareil pour Lauri Markkanen. Pareil pour Kelly Olynyk. Et là, on l'a pu le voir, Clarkson, mais aussi Malik Beasley. Et j'ai pris que quelques actions pour aller rapidement, mais c'est comme ça pour énormément d'actions. Et vous pouvez retrouver énormément de joueurs à différents postes et différents rôles dans ce style de jeu-là et dans ces écrans off-ball avec différentes positions, différents rôles et tous interchangeables. Et ça, c'est très très fort parce que ça permet d'être tout le temps, constamment menaçant. Pour les défenses, il n'y a pas un joueur qu'on peut laisser de côté, pas une action, pas un écran qu'on peut se permettre off-ball d'ignorer. Et c'est quelque chose qui est très important pour le Jazz, qui en plus a souvent 5 shooters sur le terrain. On parlait de Markkanen, mais Olynyk, et de Olynyk, quand ils sont tous les deux sur le terrain, les deux sont capables de shooter à l'extérieur. Ça laisse des lignes de drive ouvertes, et ça laisse aussi la possibilité de pouvoir shooter pour n'importe quel joueur, et donc de profiter de tous ces écrans pour aller soit driver, soit se démarquer à 3 points, mais toujours proposer une solution menaçante et que la défense ne peut pas ignorer. Quelques petites actions qui m'ont fait kiffer. Alors là, on sort un petit peu, ou on va plus loin que juste l'écran off-ball.
Et vous allez voir que notamment Mike Conley s'éclate dans ce jeu et on peut le dire, on prend énormément de plaisir. En tout cas, moi je prends énormément de plaisir à voir le meneur s'éclater dans ce rôle-là parce qu'il peut y avoir de l'improvisation, il peut y avoir des éclairs de génie, il peut y avoir des choses très intéressantes. Notamment cette action que j'ai adorée pour bien des raisons. Vous avez un pick and roll, Mike Conley, Jordan Clarkson. Encore une fois, la polyvalence des joueurs qui vont faire tout. Qui vont pouvoir faire tous les rôles. Le pick and roll n'est pas réservé à un extérieur et un intérieur. On a ici 2 extérieurs, les 2 intérieurs sont ici, puisque là c'est Jared Vanderbilt qui est derrière et pose ce second écran qui n'en est pas vraiment un, on va le voir tout de suite. Et c'est finalement un pick and roll entre 2 extérieurs qui va se jouer. Encore une fois, aucune problématique de règles ou quoi, on ne s'embarrasse pas avec ça et c'est parfait. Donc, surprenant pour la défense, première des choses, les arrières ne sont pas forcément habitués à défendre de cette sorte-là. On voit que Steven Adams apporte son aide sur le drive, mais vous allez voir, Conley va très bien le jouer grâce notamment à Jared Vanderbilt. Vous l'avez vu, Conley ne joue pas finalement ce pick and roll et c'est là tout l'intérêt de cette stratégie, c'est qu'il va envoyer la passe à Jared Vanderbilt qui n'était finalement pas là pour poser un second écran, mais pour jouer le rôle du passeur dans un pick and roll off-ball entre eux et Clarkson et Mike Conley qui peuvent tous les deux artiller à 3 points, peuvent tous les deux driver, donc sont donc 2 menaces très fortes dans cette situation. Mike Conley qui va driver, qui va se retrouver seul et là, le génie de Mike Conley qui va parfaitement jouer ce 2 contre 1 face à Steven Adams avec cette passe pour Jared Vanderbilt. J'adore cette action, donc je voulais absolument vous la montrer. J'espère que vous aurez compris pourquoi ça me tenait à cœur et je trouve qu'elle est magnifique avec ce jeu à 2 avec Jared Vanderbilt. Et surtout, cette première action, et c'est quelque chose qui est dans le playbook de Will Hardy, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve où on va faire un leurre du premier pick and roll pour finalement jouer un pick and roll off-ball en donnant la primauté de la passe à un second joueur qui aurait été juste à côté du pick and roll en soutien, peut-être pour un second écran. Et c'est un jeu de leurre et de encore une fois de complémentarité avec un Jared Vanderbilt qui fait la passe au bon moment, qui roll au bon moment, un Jordan Clarkson qui représente une telle menace à 3 points qu'il est difficile de le laisser tout seul. Et donc voilà cette action magnifique. Voilà, je suis très enthousiaste parce que j'aime beaucoup cette action. Alors celle-ci, il va falloir. Alors je vais vous la laisser au ralenti. C'est une touche et donc du coup il y a beaucoup de mouvements à voir. Je vous la laisse en vitesse rapide et vous allez voir voilà là le shoot totalement ouvert de Malik Beasley qui est obtenu. Et là on peut voir beaucoup de choses dans le mouvement off-ball. Encore une fois. Tout le monde va pouvoir poser un écran, en profiter et finalement la défense ne sait pas qui est censé chez l'adversaire couper vers le panier, qui est censé aller se démarquer à 3 points, qui est censé faire un écran pour couper, et c'est ça qui va finalement créer la confusion et le 3 points ouvert de la part du Utah Jazz. Vous le voyez ici, il y a déjà 2 écrans. Kelly Olynyk pour Malik Beasley, mais aussi Lauri Markkanen pour Jordan Clarkson. L'écran est pris de ce côté-là par Jordan Clarkson et Malik Beasley qui va pouvoir driver. Markkanen, on se dit que finalement il se démarque pour un 3 points. C'est Malik Beasley qui va poser l'écran alors qu'on pensait qu'il irait faire un cut vers le cercle. Il finit par poser un écran pour Markkanen. On pense du coup que Markkanen va shooter à 3 points et Russell Westbrook et Anthony Davis vont aller sur lui. Et Kelly Olynyk, qui était là pour le premier écran avec Malik Beasley, va finalement cutter vers le panier, mobiliser ce défenseur des Lakers. Malik Beasley peut tranquillement back-up à 3 points et shooter dans un fauteuil. Il y a eu tellement d'options proposées et tellement de démarcations possibles qu'il est impossible de comprendre et de savoir d'où va venir le danger. Et c'est finalement un shoot ouvert. Avec encore une fois une très bonne lecture de la part du passeur sur la passe qui doit être Conley si je ne m'abuse. C'est ça, c'est Mike Conley qui fait cette passe merveilleuse vers Malik
Beasley. Voilà, ça c'était pour l'aspect offensif du terrain. Encore une fois, et je vais revenir à vous dans le chat bien sûr, et peut-être faire une pause avant de passer un petit peu sur la défense et faire la conclusion enfin. J'aime beaucoup ce que fait Will Hardy, parce que vous voyez dans ce genre de... Il y a plus qu'un playbook, il y a plus que des tactiques et des actions très précises pour démarquer les joueurs, etc. Un peu comme on pouvait le voir aux Kings, ça va au-delà de ça, c'est qu'il y a vraiment la compréhension de tout son effectif, la maximisation aussi de tout son effectif, parce que voir Jordan Clarkson, autant passeur, autant playmaker, voir Malik Beasley, autant, pareil, playmaker et actif dans les systèmes off-ball, beaucoup d'extérieurs qui font des écrans qui s'appliquent sur leurs écrans. On parlait tout à l'heure de l'incapacité d'Enix à faire des écrans. Là, il y a même des extérieurs qui font des meilleurs écrans que tout le roster d'Enix et des intérieurs compris. On a des intérieurs qui sont très polyvalents et à la basse et au shoot et sur le drive et qui permettent du coup de pouvoir faire plein de combinaisons. Et ce qui est génial, c'est que on a la maximisation de tous ces talents et pour aller au-delà d'un playbook, faire une vraie philosophie de jeu sur lequel les joueurs vont pouvoir improviser, vont pouvoir créer naturellement et aller plus loin et surtout représenter chacun une menace sur le terrain et multiplier en fait la menace que chaque joueur va représenter sur le terrain. Ça donne une offense vraiment très plaisante à voir jouer. Très très plaisante à voir jouer et extrêmement efficace. Et encore une fois, et c'est NoFlex qui le dit dans le chat, du travail recherché par le staff. Et il y a vraiment un vrai beau travail de coaching là-dessus, une vraie implication des joueurs, une vraie pédagogie, parce qu'il faut que les joueurs puissent comprendre et accepter le jeu. Alors, c'est des joueurs qui sont plutôt tous, qui ont un plutôt bon QI basket, mais il y a des joueurs comme Colin Sexton, comme Jordan Clarkson, c'est des joueurs qui ont toujours été un plus ou moins moqués, qui ont une réputation quand même de tête brûlée. C'est des joueurs qui fit parfaitement avec le système. Et c'est là où je me dis qu'il y a une vraie pédagogie et une vraie force du coaching staff. Et c'est à saluer, et c'est vraiment ce que je voulais mettre en avant avec ce live et avec ces vidéos sur le Utah Jazz. Tac. J'aimerais bien voir Fontecchio un peu plus. Je suis sûr qu'il s'incorporerait très bien dans les systèmes de Will Hardy. Utah Jazz France qui répond, il n'est pas encore intégré à la rotation, mais ça viendra au fil de la saison. Je pense surtout aux dépens de Gay qui ne va pas s'éterniser dans l'Utah. Voilà, n'hésitez pas à ajouter ou à corriger. Utah Jazz France, toi qui es là, à ajouter des choses, à les corriger aussi si je m'enflamme trop ou quoi. Avant qu'on passe, je voulais vous montrer un petit... Pour amener encore un petit peu plus, on va parler rapidement de la défense. J'ai aussi une palette vis-à-vis de ça, et puis je ferai une conclusion par rapport au Jazz sur lequel je suis très enthousiaste, et avec ma take que je vous avais promis tout à l'heure. Est-ce qu'en 16 matchs, on ne vient pas de voir une saison bouclée, si je puis dire, dans le sens où tous les objectifs sont peut-être remplis. Ça va être intéressant d'avoir ton avis, Utah Jazz France. Parce que c'est un peu ma take à moi et je vais pouvoir la défendre juste après. Will Hardy, est-ce que c'est un ancien adjoint à Udoka? Oui, effectivement, il est passé par les Spurs, par les Celtics. Il est également passé par les Spurs. C'est pour ça que je m'en mêle un petit peu. Spurs, Celtics et maintenant le Jazz, et il fait vraiment un très bon début de saison. En tout cas, le taf est là et ça se voit et ça fait grandement plaisir. En tout cas, moi, ça me fait grandement plaisir. On va passer du coup, je vais vous montrer tout ce que je pouvais voir un petit peu sur l'aspect défensif. Alors, j'ai pris qu'un seul match parce que c'est vrai que du coup, je me suis concentré vraiment sur un seul match du côté défensif et j'ai un petit peu moins regardé ça. Et surtout parce que c'était vraiment le match où il y avait des choses à dire du côté défensif du terrain. C'était face aux Mavs, une victoire de la part du Utah Jazz et surtout... une défense vraiment très intéressante, notamment sur Luka Doncic, avec ce premier positionnement. Je n'ai même pas lancé la vidéo pour que je peux déjà vous expliquer un truc intéressant. C'est Markkanen sur Luka Doncic en termes de match-up, ce qui n'est pas du tout commun. En général, forcément, Luka Doncic se retrouve avec un des meilleurs défenseurs du 5 adverse sur lui. Là, on met Lauri Markkanen avec le pari que Lauri Markkanen est assez mobile. On parlait de polyvalence tout à l'heure, est assez mobile pour à peu près contenir le Serbe qui
c'est vrai, il est vrai, adore jouer les match-ups et les mismatchs comme celui-ci, mais ne compte pas forcément sur sa vitesse pour faire l'écart, et beaucoup plus sur son footwork, sur le décalage qu'il va créer sur le pick and roll, sur le fait de pouvoir mettre le défenseur dans son dos après un premier décalage, un premier écran. Et donc du coup, le fait de pouvoir parier sur le fait que Luka Doncic ne jouera pas forcément ce mismatch-là en vitesse, a été plutôt payant de la part du Jazz. Et surtout, ça permet une deuxième chose, c'est que quand Luka Doncic va jouer le pick and roll, même si là, Reggie Bullock va glisser son écran pour finalement ne pas le poser, ça permet surtout de ne pas, et vous voyez Mike Conley qui va mettre Mark Cannon sur Reggie Bullock, ça permet de ne pas créer de mismatch, puisque au premier décalage, on se retrouve finalement avec un des meilleurs défenseurs du 5 du Jazz en la personne de Mike Conley, qui retrouve d'ailleurs des sensations défensives cette saison avec le Jazz. C'est un petit peu moins vrai par les 2 dernières saisons. Et finalement se retrouve face à Luka Doncic. Ensuite, on va le voir, la prise à 2, une fois que Doncic va abuser de son potentiel physique et de son avantage physique sur Mike Conley. Prise à 2 pour le faire lâcher le ballon. Et là, tout de suite, les très bonnes rotations. Colin Sexton en premier pour empêcher le shoot ouvert de Reggie Bullock. Reggie Bullock qui va faire l'extra passe à Spencer Dinwiddie. La très bonne sortie de Malik Beasley. La très bonne sortie de Jared Vanderbilt. La protection au cercle. Et on arrive finalement à ce 3 points. Colin Sexton qui foire un petit peu la dernière rotation. Néanmoins, on a fait travailler cette équipe de Dallas. Et pour le coup, c'est bien payé avec un rebond signé Mark Cannon. Donc, plusieurs choses à voir. Le positionnement de Mark Cannon, très intelligent. Et ce n'est pas juste une erreur ou un mauvais repli défensif qui fait que c'est quelque chose qui s'est vu plusieurs fois dans le match. Premier positionnement et qui donc est clairement un choix tactique. Premier positionnement ici avec un pari sur la mobilité et sur le fait que Luka Doncic n'intégrera pas le mismatch et profitera d'un premier décalage. Ce premier du coup avantage qui est dénié. Et enfin la prise à 2, les rotations derrière qui sont plutôt bonnes tout du long, à l'exception de cette dernière qui est la plus compliquée et qui est un petit peu foirée de la part de Sexton. Mais on a fait travailler cette offense de Dallas et surtout on a enlevé la balle des mains de Luka Doncic et des fois c'est ce qu'il faut faire face à Dallas. Encore une fois vous le voyez, on retrouve Lauri Markkanen sur Luka Doncic. Je ne vous mentais pas quand je vous disais que c'était voulu. Ça permet une fois que le premier écran est lancé de laisser Markkanen sur un intérieur, de mettre Mike Conley sur Luka Doncic et même plus de mettre Luka Doncic face aux 2 meilleurs défenseurs du 5 du Jazz. On passe d'un Luka Doncic qui pourrait cibler certains mismatchs chez le Jazz, on pense notamment à Sexton, à Mark Cannon, à un Mike Conley qui se retrouve face à un Doncic qui se retrouve face à Mike Conley et Jared Vanderbilt qui va lui mettre la pression parfaitement ici. Conley qui va faire la très bonne rotation et va intercepter ce ballon. Excellente possession défensive de la part du Utah Jazz. Et d'ailleurs, j'ai même pas laissé, mais ça laisse en plus en contre-attaque. Et je vais laisser tourner toute la possession. Ça laisse en contre-attaque un 3 points ouvert de la part de Malik Beasley. Vous allez le voir, on va revoir. Voilà, Conley qui ressort, Jared Vanderbilt, Conley qui fait la bonne rotation. Ça part en contre-attaque, Jared Vanderbilt qui porte le ballon, la bonne passe Sexton, la bonne passe pour Malik Beasley tout seul dans le corner et 3 points. Defense to offense, très très bon travail à tous les niveaux de la part du Jazz. On retrouve ce positionnement, vous l'avez vu, cette fois-ci c'était Jared Vanderbilt qui était face à Luka Doncic et tout de suite on voit que ça pose problème puisque avec le pick and roll c'est finalement Kelly Olynyk qui va se retrouver sur Luka Doncic. J'ai pas pris toute la séquence, vous voyez 16 secondes à l'horloge. Luka Doncic a travaillé pour faire en sorte d'avoir un mismatch comme vous le voyez. Luka Doncic du coup qui va driver, prendre le meilleur sur Kelly Olynyk grâce à sa vitesse, parce qu'il ne faut pas déconner, ça reste un mismatch et Luka Doncic est largement apte à les gérer. Mais ce qui va compter ici, c'est le positionnement de Mike Conley et la rotation de Kelly Olynyk. Là, tout simplement, Mike Conley va venir aider, et de toute façon, c'est ce qu'il faut faire, vous voyez, dans toute situation. Vous allez venir aider pour empêcher l'accès au cercle. On préfère forcément défendre le cercle et laisser un 3 points ouvert, puisque après ça va être à l'autre joueur de venir aider sur ce 3 points ouvert, et là c'est ce qui est fait parfaitement, regardez,
et Mike Conley qui va venir boucher l'accès au cercle, mais surtout Kelly Olynyk qui très intelligemment ne court pas après Doncic, mais va venir fermer cette passe-ci. Et on a l'interception de Kelly Olynyk. Ça peut paraître simple. Croyez-moi, toutes les équipes ne le font pas, tous les joueurs ne le font pas, et c'est extrêmement bien fait. Et encore une fois, j'ai laissé tourner. C'est une situation de contre-attaque et des points faciles. Ici, pas de Luka Doncic pour une fois, mais je voulais mettre ce clip également parce qu'on va voir une très bonne gestion du mismatch. Ici, c'est Christian Wood qui se retrouve sur Malik Beasley. Vous allez voir que tous les joueurs ici, les 3 joueurs défendent leurs 3 défenseurs, 2 à 3 points, 1 dans le dunker spot. Et vous avez vu la rotation qui est très bonne. C'était très rapide, mais il faut vraiment bien le voir ici. Il y a une aide pour pouvoir empêcher Christian Wood de profiter de son avantage de taille sur Malik Beasley. Et c'est Talen Horton-Tucker ici qui va venir protéger le dunker spot en se mettant devant Maxi Kleber et ne pas offrir cette passe-ci qui est la passe la plus simple et celle qui a le plus de potentiel d'arriver à un panier facile. Et Jordan Clarkson, lui, va devoir choisir entre ces 2 joueurs ici, va bien lire la passe et intercepter. C'est une rotation parfaite et une possession défensive parfaite de la part du Jazz. Voilà pour cette palette. On va pouvoir finir cette conclusion, 23h. Je me dépêche. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans le chat Utah Jazz France. J'attends aussi ton retour sur ces palettes. Et puis, si tu veux ajouter des choses, bien sûr, tu es le bienvenu. Ma conclusion vis-à-vis de ce Jazz. Alors, par rapport à la palette défensive, je vous ai montré le meilleur de ce que j'ai vu du Utah Jazz, notamment dans ce match-ci. C'était très flagrant. Et effectivement, il y a des belles choses. Il y a aussi de moins belles choses. C'est pas là où ils ont le potentiel le plus élevé. Mais en tout cas, vous voyez, et vous le voyez notamment, je pense à Colin Sexton au début qui fait les bonnes rotations, même s'il foire un petit peu la dernière, à Jordan Clarkson sur la dernière situation, à Kelly Olynyk qui rotate parfaitement. Kelly Olynyk, c'est déjà un petit peu plus attendu. Mais Malik Beasley aussi, qui est plutôt à chaque fois très bien placé. On a des joueurs qui ne sont pas forcément des joueurs à vocation purement défensive, mais qui ont l'intelligence et je pense qu'ils sont parfaitement mis dans une bonne situation par le coaching staff pour comprendre, pour gérer ce genre de rotation et des rotations un petit peu complexes, ce qui font que je pense que ce Jazz a un très bon plancher défensif, avec en plus 2 très bons défenseurs en les personnes de Mike Conley et Jared Vanderbilt qui maintiennent vraiment tout ça, et on l'a vu, qui parfois sont capables de très grosses actions pour pouvoir mettre la pression, mais aussi profiter des errements et des potentielles erreurs adverses pour pouvoir, en plus, et on l'a vu aussi, partir en transition, marquer des points faciles. Ça ne fait qu'augmenter le plafond offensif de l'équipe. Malgré ça, voilà, ça reste une équipe surtout d'attaque, avec un plafond surtout sur l'attaque. La défense pourra peut-être avoir des lacunes un petit peu plus grandes et un plancher plus bas. Néanmoins, je voulais montrer aussi qu'il y a de belles choses aussi du côté défensif du terrain, et avec encore une fois un coaching staff qui a l'air d'avoir fait énormément de pédagogie avec ses joueurs et de réussir à faire comprendre à ses joueurs les positionnements, les complexités de certaines choses, et ça marche plutôt bien jusqu'alors des 2 côtés du terrain. C'est ce que je voulais montrer avec, encore une fois, pour la conclusion, ce côté inattendu du Jazz qu'on attendait au tanking, bien sûr, après la reconstruction, que ce soit Donovan Mitchell, les trades de Donovan Mitchell, mais aussi de Rudy Gobert. On attendait une équipe qui voulait se placer certainement à la draft et qui finalement enchaîne les victoires. Et c'est là qu'il faut rappeler que la saison est encore très longue, que la trade deadline n'intervient qu'à la mi-février, qu'il y a beaucoup de temps pour pouvoir potentiellement trader des joueurs. C'était quelque chose qu'on disait dans la preview. Attention au Jazz, il y a vraiment ce potentiel de voir des joueurs partir en cours de saison. Et c'est là que je me demande pas si le Jazz en 16 matchs, la franchise n'a-t-elle pas en 16 matchs réussi à cocher tous les objectifs de la saison. Le premier objectif, c'était de redorer le blason de certains joueurs pour pouvoir en tirer le maximum de leur valeur sur le marché. Jordan Clarkson fait peut-être une des meilleures saisons qu'il ait fait depuis X années, en étant encore plus, en se découvrant plus playmaker, moins pétard mouillé, avec un vrai QI, que ce soit attaque
ou défense, et il prouve que quand il est bien entouré, il peut être une pièce encore plus intéressante et plus complète surtout qu'un simple 6e homme de luxe un petit peu pétard avec des jours sans et des jours avec. On a des joueurs comme Mike Conley qui retrouvent vraiment un standing de premier plan, que ce soit défensivement, mais qui aussi fait la meilleure carrière, fait sa meilleure année de carrière à la distribution et jouit de toute son expérience. Des assets comme Talen Horton-Tucker aussi qui se montre parfaitement dans son rôle de dynamiteur en seconde unit, aussi un petit peu playmaker et homme à tout faire. Des joueurs comme Lauri Markkanen qui peuvent prétendre au statut de MIP. Et puis des jeunes joueurs qui, il faudra voir après, ce sera un choix de pouvoir les garder ou non, mais sur lesquels on peut construire. Lauri Markkanen aussi, Jared Vanderbilt. Jared Vanderbilt va être potentiellement un joueur très intéressant. Je vous en parlais avec aussi son efficacité et ses prises de position et sa polyvalence au playmaking. Ça peut être une arme très intéressante pour Will Hardy. Donc, on a des joueurs qui sont potentiellement à transférer et qui sont maximisés dans leur valeur marchande. On a des jeunes joueurs qui prouvent qu'ils peuvent se développer en bien et surtout un coaching staff qui, au bout de 16 matchs, montre qu'il est capable d'avoir la pédagogie pour développer des joueurs, de créer un système qui puisse donner le meilleur de ces joueurs-là et avoir des idées, que ce soit offensivement et défensivement. Est-ce que le Jazz n'a pas rempli tous ces objectifs maintenant qu'ils tradent des joueurs pour des assets de draft, qu'ils finissent leur saison en perdant, etc. Tous les signaux sont en vert, que ce soit pour récupérer des bons positionnements à la draft parce que leurs joueurs, leurs assets ont une très bonne valeur marchande avec ce début de saison, que ce soit pour avoir des premières pièces sur lesquelles baser leur futur. Lauri Markkanen pourrait être reste un assez jeune joueur qui pourrait faire office de 2e, 3e option derrière un autre très bon joueur à potentiel à la draft. Et puis on a enfin un coaching staff qui prouve d'ores et déjà, qui pourra dans la reconstruction à venir affirmer le potentiel de faire éclore le potentiel de certains jeunes joueurs, les faire travailler comme il faut pour avoir une cohérence d'équipe, un jeu d'équipe qui digne de ce nom et surtout les amener à leur meilleur niveau. Je trouve vraiment que ce début de saison du Jazz n'est pas seulement bon dans l'aspect mathématique du bilan, mais bien évidemment, mais bien plus que ça encore, est excellent dans tout ce que ça veut dire pour la franchise dans son futur. Et ça, en 16 matchs, c'était pas gagné, je m'y attendais pas du tout, et je pense que c'est vraiment une source d'enthousiasme, que ce soit pour les fans du Jazz, mais aussi les fans lambda de la Ligue, parce que je trouve que c'est un très beau symbole de ce qui est capable de faire une franchise quand elle est potentiellement bien gérée. On verra ce que Danny Ainge va faire. Il lui reste beaucoup de choix à faire pour que ça puisse prendre une très bonne direction. Mais déjà, il y a quand même tout pour que ce Utah Jazz fasse une très belle reconstruction. Et ça, alors que ça vient à peine d'être enclenché, c'est très fort, messieurs.